Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme annoncé hier, nous revenons encore aujourd'hui à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. Il est 21h44 pour ce deuxième exercice de redevabilité. Comme nous l'avions dit hier, pour faire le point plus ou moins du déroulé de la mission, aujourd'hui, le ministre de la Santé était particulièrement occupé parce que beaucoup de lots de matériel sont en train d'arriver. Les présidents de la République avaient vu juste parce que la capacité d'accueil aujourd'hui de l'aéroport de Bunia permet à des gros porteurs de débarquer et nous recevons des lots et des lots de matériel. Le ministre aura l'occasion de nous en parler. Et tout à l'heure, évidemment, avec le gouverneur de province, nous reviendrons pour faire plus ou moins le point de la situation sécuritaire dans la province de l'Ituri parce que très souvent, lorsqu'on parle de l'Ituri, lorsqu'on parle de Bunia, on a tendance à croire que l'insécurité est partout et de perception. Aujourd'hui, nous pourrons faire le point territoire par territoire, que les uns les autres puissent faire une opinion du défi sécuritaire que nous avons, mais ce défi sécuritaire est bien situé dans des coins bien connus parce que nous avons compris au niveau de forces armées de la République démocratique du Congo un travail pour gérer toutes ces menaces. Évidemment, tout à l'heure, nous avons fini, ministre de la Santé, une très intéressante discussion avec les élus provinciaux parce que la dimension de la communication communautaire est une dimension cruciale, mais bien avant, Monsieur le ministre, et comme des rituels, est-ce que vous pouvez nous partager la mise à jour aujourd'hui des chiffres des différents cas tels que vos services les tracent et les présentent à travers les sites web? Et après, vous pourrez me dire de quoi a été fait votre agenda aujourd'hui, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je crois que je suis aujourd'hui plutôt content encore parce que je crois qu'à partir de demain, il y aura de moins en moins de cas suspects, il y aura de plus en plus de cas réels. Parce que vous savez, je vous ai dit que nous attendons toujours que le laboratoire nous confirme avant de dire que ce sont des cas suspects. Si on reste sur la formule d'hier, nous sommes autour de 1000 cas, comme je l'ai annoncé. Peut-être 1028 cas suspects, c'est quasiment pas différent par rapport à hier. Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, et qui va l'être davantage, c'est qu'avec les capacités de laboratoire que nous avons vraiment améliorées, à partir de demain, je vous dirai combien de cas d'Ebola nous avons. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'avec tous les tests que nous avons faits, depuis le début de cette épidémie jusqu'à aujourd'hui, nous avons 225 cas d'Ebola. 225 cas d'Ebola. Donc on va commencer maintenant à sortir tout ce qui n'est pas Ebola de tous les chiffres, mais ça va être de plus en plus certain hier plutôt, parce que nous allons nos équipes laboratoires maintenant en train de finir les échantillons, qui restaient. Donc nous allons être de plus en plus capables de vous donner le nombre de cas de malades Ebola. Seulement, le nombre que je viens de donner, 225, comme je dis, c'est depuis le début. Donc là-dedans, il y a des personnes, malheureusement, qui sont décédées, mais il y a des personnes, vous allez voir, de plus en plus aussi, on va vous dire, il y a autant de guéris. Par exemple, je pense que demain ou après-demain, on va vous annoncer au moins 5 guéris, parce qu'ils ont eu le test après prise en charge qui est négatif. Nous attendons le deuxième test pour confirmer qu'ils sont guéris, mais cliniquement, nous savons que... Donc on va vous annoncer de plus en plus de personnes guéries, de plus en plus de personnes réellement atteintes de la maladie et de moins en moins de cas suspects. Les cas suspects, ce sont les personnes qui présentent les symptômes, mais dont nous n'avons pas encore les résultats pour confirmer. Alors, l'autre chose que nous avons, c'est que nous avons toujours les mêmes 3 provinces qui sont touchées. Il n'y a pas une province en plus. Nous avons, avec toute la compilation des échantillons que nous avons eus, tous les résultats positifs que nous avons eus, nous pouvons dire qu'on a 10 zones de santé à Ituri, les zones de santé, les 3 zones de santé du Nord Kivu et les zones de santé du Kivu. Donc, nous avons aujourd'hui 142 malades dans nos structures de soins. Donc, aujourd'hui, j'étais à Rwampara où j'étais voir un peu comment ils sont pris en charge. Là, à Rwampara, par exemple, le centre de Rwampara, il y a 13 malades actifs là-dedans.
parmi ceux qui sont là-dedans, d'autres pourront déjà à l'hôpital, mais d'autres sont encore en situation critique. Donc, au 14e jour d'épidémie, nous pouvons dire donc, que nous avons au total 225 cas positifs en attendant les résultats de cette nuit. Et donc, on peut dire, voici le chiffre assez exact du nombre de cas d'Ebola. Monsieur le ministre, tout à l'heure, nous parlions justement des lots de matériel, de tous ces cargos qui arrivent à Bunia. Et je crois que vous devez avoir reçu de matériel laboratoire qui vous permettront désormais d'être plus fixe sur les cas au regard des investigations qui sont en cours. Alors, l'idée, c'est qu'on ne puisse plus faire plus d'un jour sans confirmer la maladie. Parce que, je répète encore, et c'est tout le problème de cette épidémie, c'est que nous avons énormément de malades qui ont les symptômes des maladies les plus ordinaires. D'ailleurs, avec les députés dont on parlait tout à l'heure, ils nous disent, mais oui, mais comment on fait dans ce cas-là pour savoir que celui-ci, c'est un cas suspect d'Ebola et celui-ci, c'est une maladie banale, parce que ça présente la même chose. Donc, nous allons faire que nous allons disponibiliser les tests, et donc c'est parmi les lots de choses que nous recevons, des tests dans le maximum de centres de santé qu'on prélever et envoyer pour que nous puissions, en moins de 24 heures, séparer les personnes qui sont suspectes de la maladie des personnes qui ne sont pas du tout suspectes de maladie. Donc, nous avons reçu effectivement beaucoup de lots pour confirmer la maladie aujourd'hui, mais nous avons reçu aussi encore des dizaines et des dizaines de tonnes d'équipements, notamment tout ce qui est équipement de protection. Je pense que ce soir, il n'y a plus un endroit où les médecins, les infirmières peuvent manquer un équipement de protection. Nous avons reçu aussi tout ce qui est en rapport avec les médicaments de première nécessité qui sont arrivés. On a reçu vraiment beaucoup. Nous sommes déjà en train de distribuer tout cela. Et donc je pense qu'en termes d'équipement et de médicaments et de capacités de répondre, en termes de ce que nous recevons, le balai des avions qui arrivent là nous permet effectivement d'être plus rassurés pour nos malades. Monsieur le ministre, on va revenir parce que ce soir, principalement, nous parlerons de la riposte, de comment vous l'organisez. Mais monsieur le gouverneur, vous êtes justement, c'est lui qui nous accueille. Peut-être que pour l'une question, on pourra vous revenir, mais aujourd'hui, principalement, on va se focaliser sur la nature de la riposte. De vous, ce soir, on a besoin que vous nous fassiez plus ou moins les tableaux de la situation sécuritaire de la province, territoire par territoire, Mongwalous et Adjougou. Quels sont les défis sécuritaires là-bas? Parce que de ce que nous rêvons comme question, notamment de la presse internationale ou d'autres partenaires, il semble que la situation sécuritaire est tellement compliquée que ça compliquera davantage la riposte. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces propos spécifiquement? Merci, Excellence. Bonsoir, encore une fois. Je pense que pour retracer la sécurité de la presse de l'Ituri, je vais commencer d'abord à reprendre ce que depuis 2021. Je suis arrivé ici le 11 mai 2021. Et dans la ville ici, de Bunia, parce que c'est là où il y avait le centre de gravité, c'est-à-dire moi-même, je devais rester ici à Bunia. Il y avait le centre-ville ici qui était utilisé. Mais les alentours là étaient insécurisés. Et donc j'ai d'abord commencé à pacifier Bunia et les alentours. Ça, c'est la première, pour que moi-même soit à l'aise avec la population de Bunia. Je suis parti d'ici, la RN27 était fermée. Ensemble avec mon équipe, nous avons réouvert la RN27. C'est-à-dire à partir d'ici, de Bunia jusqu'à Magui. On a rouvert la RN27. Et après, nous sommes partis encore d'ici à Bunia pour arriver à Komanda. Donc, reprendre d'abord le centre de gravité, Bunia, et puis rouvrir les axes. Et spécialement la RN27.
Excellence, je vous assure que mon premier voyage, je suis parti d'ici jusqu'à Nyakoundé. Il n'y avait personne, qu'une population. Je suis arrivé à Nyakoundé, j'étais 4 vieilles dames. Ici, je vais être précis pour que les gens se rappellent. J'ai trouvé 4 vieilles dames, Emma, qui ne pouvaient pas fuir à l'hôpital de Nyakoundé. Donc, elles attendaient la mort. Tout était incendié. Il n'y avait même pas, je ne pouvais même pas faire un meeting. J'ai appelé des dames qui sont venues, téméraires, qui sont venues de Komanda. Et le premier meeting, je l'ai tenu devant 30 dames, plus ou moins 30 dames téméraires qui connaissent aller chercher à Komanda. Et puis, le deuxième voyage, je suis allé vers Aru, en passant par Djougou Centre, Ngote, et je suis entré de Ngote jusqu'à Katanga. Pour ceux qui connaissent, vous connaissez très bien votre l'Ituri. À Katanga, de Ngote jusqu'à Disiga, il n'y avait pas de population. Je suis arrivé à Katanga. Les populations lendu qui étaient là m'ont prêté, sont venues danser avec 3 petites filles comme 5 ou 6 ans. Ces populations étaient en brousse. Je leur ai promis que les 3 mois qui venaient, j'allais rentrer là-bas et que j'allais les faire chez eux. Je suis allé jusqu'à Aru. Excellence. Après l'ouverture de ces grands axes, je devrais maintenant m'occuper des agglomérations, des cités, des localités qui étaient prises par les groupes armés. Je parle ici, le groupe armé contre lequel vraiment j'ai combattu, c'est le Codeco et l'Indou, parce que les groupes armés sont communautaires ici. J'ai parti de Lip, de Tangara. On ne peut pas arriver à Mungwalu. Je suis le premier gouverneur arrivé à Mungwalu et à arranger cette route-là de Mungwalu. Vers l'est, il y a Boga, Tchabi, qui était incendié tous les que Dieu a créés, tous les jours, par les élèves. J'ai récupéré Boga et Tchabi. Aujourd'hui, ce sont des zones de retour. Mbassa a été calme. Pour faire un petit résumé, Aru et Magui étaient calmes, les 2 territoires. Djougou, Irumu, un peu Mansa, parce qu'il y avait des Nord Kivu qui de commande jusqu'à on avait un incendie de commande là. Aujourd'hui, les populations, cette route, non seulement elle est rouverte, je l'ai refaite et la population peut partir de Komanda jusqu'à Luna et aller à Beni. Et après avoir mené des combats acharnés contre le Codeco et contre le FPIC, parce que le FPIC, c'est eux qui étaient à Nyakoundé. Nous avons organisé parce que, pour moi, j'ai choisi l'approche globale, l'approche militaire et l'approche non militaire. Et dans l'approche non militaire, il y a le dialogue. Nous avons organisé avec tous les groupes armés. Et puis, nous sommes rentrés en Ituri. On a il y a eu une académie. Et
Aru 1, c'était le 1er juin 2020. Tous les groupes armés se sont engagés. Malheureusement, le Zaïre était présent. Le groupe Zaïre n'était pas présent. Et Zaïre est à la communauté EMA. Après, le 28 juin, nous avons eu Aru 2, 28 juin 2025. Donc, vous retenez que du 1er janvier 2020, 1er juin 2003, 28 juin 2025, en Zaïre que nous et on a continué avec cette accalmie. Malheureusement, le groupe Zaïre, le 9 février 2025, a attaqué un village Lendou, Ar, qu'on appelle Ar. Nous les avons délogés de là. Et c'est le lendemain de ces combats-là, on a eu la création de CRP. Non seulement CRP, dont le leader aujourd'hui est en Ouganda, non seulement le CRP est né, ils ont commencé maintenant à tuer dans le Djougou. Djougou centre. Après, on a mené des grands combats là-bas. Ils se sont reversés vers le littoral. De Nyamamba jusqu'au bout là-bas, vers Magui Port. Nous avons mené des combats acharnés pendant au moins 7 mois. Dieu seul sait combien de militaires nous avons perdus là-bas. Après avoir été défaits, ils sont rentrés à Djougou, à Boulé précisément. Pourquoi à Boulé? Parce que c'est le village de Thomas Lubanga. Thomas Lubanga qui est aujourd'hui le plus grand, la grande menace. Donc, si on récapitule bien, oui, sur les 5 territoires de la province de l'Ituri, la situation à Aru, maintenant je vais résumer. Donc, au jour d'aujourd'hui, le CRP, qui était aussi malheureusement Mabanga, nous les avons chez de Mabanga. Maintenant, dans le village, chez Thomas, c'est à quelques 10 km de Boulé, ils sont à Boulé. Et des fois, ils mènent qui peuvent descendre, peuvent descendre pas, mais ils nous attaquent des sites de déplacés. Et c'est ça le grand problème. Ils nous attaquent des sites, ils viennent des sites de déplacés, ils nous attaquent et ils rentrent dans les sites placés. De l'autre côté, donc vous retenez que c'est Djougou d'aujourd'hui, c'est Djougou, Nord, Boulé et les environs. De l'autre côté, ces derniers temps, nous avons eu les ADF qui sont partis du Nord Kivu. Ils sont allés à Mambasa, ils ont attaqué un site minier, Muchacha et quelques villages. Et aujourd'hui, est commissionné, n'est-ce pas, le commandant secteur qui est dans ce secteur-là, excusez-moi, dans la zone, sur zone, et qui est en train aujourd'hui d'organiser des opérations. Ils ne sont plus vers Mambasa, donc vers Muchacha, ou bien ils n'attaquent plus là. Ils sont rentrés, ils ont maintenant tendance à rentrer vers le Nord Kivu. C'est comme que vous verrez la dernière fois. Nous avons Maké, nous avons un père Moucha, les environs de Muchacha, et nous avons Djougou. Voilà les 3 points où nous avons l'insécurité. Donc de manière générale. Oui. Et donc nous avons Aru, où nous n'avons pas de combat, qui est calme. Nous avons Djougou, nous avons et nous avons Massa qui est un peu à l'insécurité. Là, c'est des attaques même
C'est ça des attaques surprises. Voilà. Merci, Monsieur le Gouverneur. C'était une parenthèse importante pour que ceux qui nous suivent de l'extérieur et ici comprennent que lorsqu'on parle des litouries, il y a évidemment des questions sécuritaires, mais qui sont bien localisées, bien situées. Ce n'est pas toute la province qui est cette situation d'insécurité. Monsieur le ministre, avant de prendre les questions de journalistes, il y a un point de vulnérabilité sur lequel beaucoup de nos partenaires reviennent, c'est justement la problématique des camps des déplacés. Quelles sont les mesures spécifiques qui sont prises dans le cadre de cette riposte? Hier, le gouverneur nous disait avoir pris des mesures, notamment avec la police et parfois de militaires, pour s'assurer qu'on sécurise différents sites. Spécifiquement, ces personnes déplacées, est-ce que les ripostes prévoient pour prévenir la contamination? Alors, bien entendu, ça c'est un travail qu'on fait avec le gouverneur, parce que c'est un endroit, ce sont des endroits bien spécifiques où on n'a pas nécessairement les conditions d'hygiène et les conditions d'isolement qu'on peut imaginer. La chose faite, c'est de dire à tous ces endroits-là, nous devons avoir les moyens de détecter toutes les personnes à risque, tous ceux qui présentent des symptômes, et les orienter immédiatement vers les centres où nous pouvons effectivement diagnostiquer la maladie. Il est vrai que c'est un défi majeur et c'est un défi que nous ne pouvons pas simplifier en résumant tout simplement « Ok, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça ». C'est un défi complexe parce qu'il y a là-dedans le défi alimentaire, il y a là-dedans le défi d'hygiène, il y a là-dedans le défi même de communication. Parce qu'on sait que telle personne présente des symptômes, c'est vraiment des cas beaucoup plus complexes qu'on ne peut pas résumer. C'est ça qui donne la particularité de cette poste. Où nous ne pouvons pas juste tracer des schémas classiques en disant « Ok, nous allons faire autant de centres de traitement respectant telle mesure, parce que là, ça fait venir plusieurs corps, plusieurs structures d'État pour pouvoir accéder et prendre en charge les malades. Mais il y a une vigilance particulière du gouvernement. On va commencer alors la série des questions. Je souhaite que les questions soient courtes, brèves, pour éviter qu'il n'y en ait plus. Hier, il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas pu poser leurs questions. On va vous permettre aujourd'hui, et il y avait des promesses de parler notamment en Swahili. Non. On va commencer, M. Joël, et de Visibilité Média. Bonsoir, Monsieur le Gouverneur. J'ai quelques questions à vous poser. Les questions doivent être focalisées sur la riposte. C'était une parenthèse. Normalement, les gouverneurs ne devraient même pas être là ce soir. Nous l'avons prévu parce qu'il était important de faire cette mise au point sur la situation sécuritaire. Donc, si vous avez des questions qui sont liées à la responsabilité par rapport à la riposte, allez-y. Sinon, ce sera au ministre de la Santé. Merci beaucoup. Vous voulez des questions Non, parce que les sujets, c'est d'abord la riposte. On peut faire exception pour lui, mais pour tous les risques, l'exception principale, c'est la riposte. Ah, alors, dans ces cas, c'est une exception. Merci beaucoup, Monsieur le Gouverneur. Alors, avant, c'était FRPI. Oui. Ensuite, Codeco. Il y a eu MAPI, Chini Akila, Chini Atuna, Zir, Anjougou et Magui, aussi Serpé aujourd'hui. Vous avez parlé de SAS d'âme. Au-delà d'être SAS état d'âme, c'était aussi le mot qui vont le faire en affaire. Ensuite, ils seront envoyés à Angenga. Alors, je voulais savoir, quel regard portez-vous aujourd'hui avec cette prolifération des groupes armés sur la crise aussi, sur les souffrances de la population? La souffrance où? En Ituri ou en particulier? Où? Citez les endroits, parce que quand vous dites... Anjougou et à Irumu. Irumu où? Ah mais oui, parce que, Excellence, excusez-moi, c'est ça le grand problème. S'ils ne peuvent pas poser ces questions ici, c'est ça l'infodémie, ils vont aller dans... Ils vont passer à l'histoire.
Et cela peut même paniquer les partenaires qui sont en train d'arriver pour nous aider. Et ces partenaires n'auront même pas le temps d'aller voir ces malades-là qui se retrouvent peut-être à Djougou. Et c'est pour ça que cette question sécuritaire, vous savez, ici à Ituri, c'est ça le grand point. Il y a des politiciens, il y a des personnes mal intentionnées qui veulent toujours montrer ce mauvais côté-là, des tueries et autres, comme ça, eux, ils peuvent, n'est-ce pas? Je voudrais vous citer un point. Comme ça, on en dit une fois pour toutes. Je vais préciser beaucoup plus les cas des déplacés à travers les territoires de Djougou et la ville de Bunia. Très bien, des camps de déplacés. La seconde question, c'est qu'est-ce qui vous rend aujourd'hui plus fier et qu'est-ce qui vous empêche encore de dormir? Voilà. Une question pour M. le ministre. Vous étiez à Repart aujourd'hui. Vous avez vu là où l'État a été incendié. Alors, regardez, vous avez aussi la chaude Walou. Parce que c'est le même cas. Voilà, on va commencer par les générales pour vider la question sécuritaire, la question des décès, évidemment, cette situation particulière. Voilà. Vous voyez, quand je lui ai demandé de citer les endroits, ça a été très difficile pour les citer. On parle des sites des déplacés. Il y a des sites, Excellence, si vous pouvez me passer une fois pour toutes, je crois que cela vaut bien la peine. Est-ce que vous savez que les meilleures élections ont été... C'est en Ituri où on a tenu des meilleures élections. C'est ici en Ituri. Quand il y a les élections, il n'y a pas de guerre. Vous savez qu'il y a des leaders qui sont venus me voir ici, que je demande à leur population de quitter les sites des déplacés ici, rentrer chez eux à la maison. Je leur avais posé la question s'il n'y avait plus d'insécurité. Ils ont dit non, maintenant ils peuvent rentrer. C'est de la pure manipulation. À Boulé aujourd'hui, où sont ces déplacés à Boulé? Ils sont à 5 mètres de leur maison. À 5 mètres de leur maison, vous le savez. Et c'est de là qu'on nous attaque. On tue les militaires, on vient, on tue les militaires, on part des sites et on rentre dans les sites. Le chef Kawa, qui était aussi, n'est-ce pas, qui avait pris la clé des champs, maintenant il est chez lui. N'est-ce pas que Nyamamba, là-bas, il y avait des violents combats? N'est-ce pas que les gens, les populations dans les sites? Il est arrivé là-bas, il a demandé aux populations de rentrer à la maison. Ceux boulets ont demandé à la population de ne pas rentrer à la maison, mais il a insisté. Où sont ces populations aujourd'hui? Est-ce que les FARDC les ont tués? Non, ils sont chez eux. C'est de ça qu'il s'agit, mon frère. Je crois qu'il ne faut plus à côté. Il faut dire la vérité telle qu'elle est. Les sites des déplacés aujourd'hui, c'est pour avoir un élément de langage. Vous avez suivi, d'ailleurs, il y a un duo viral, là, le feu Kiza, qui n'a même pas honte. Vous tous, vous avez vu ce qu'il a dit. Il a demandé, il a dit, voilà, maintenant, nous sommes en train de faire souffrir les déplacés, et que si vous voyez les membres de CRP dans les sites, tuez-les ou bien chassez-les, allez les amener auprès des FARDC. Vous n'avez pas suivi ça? Donc, Excellence, aujourd'hui, ces sites-là de déplacés, c'est fait à dessein. Je termine, Excellence, pour en finir. Les groupes armés, le nombre de groupes armés. Mais vous savez qu'il y en a encore deux là, des gens qui sont qui se retrouvent dans un bar, dans un pays ici. Il y en a encore deux qui veulent. India Queen, Tima et autres là-bas. Ils sont allés voir ces gens-là pour créer encore des groupes armés. Vous pouvez aller, vous pouvez être dans votre chambre que vous avez créé un groupe armé. Il peut même y en avoir 1000, ça je m'en fous. Mais le problème, est-ce que ces groupes armés-là, ils ont un endroit qu'ils ont pris ici en Ituri? Vous êtes dans votre chambre avec votre femme, avec vos enfants, vous dites que non, j'ai un groupe, mais restez dans votre chambre, que voilà,
vous avez. Mais non, Excellence, parce que chaque fois, c'est le nombre de groupes armés, le nombre de... Non, le problème, c'est qu'ils avaient territoire ici. Ils étaient à Libri, ils n'y sont plus. Ils étaient à Niangara, ils n'y sont plus. Ils étaient à Boga, ils n'y sont plus. Ils étaient à côté là-bas, à Tchabi, ils n'y sont plus. C'est de ça qu'ils étaient à Nyakoundé, ils n'y sont plus. Alors qu'ils soient à 1000 ou quoi dans leur famille en train de parler avec leurs enfants, ça c'est leur problème. Voilà. Voilà. Merci Général pour cette précision. C'était important qu'on revienne sur cette question sécuritaire parce qu'en termes de perception, lorsqu'on parle de l'Ituri, beaucoup pensent d'abord à la violence et dans un contexte où nous recevons de partenaires extérieurs qui viennent nous appuyer dans le cadre de la riposte, il est important que les uns et les autres sachent que nous avons consenti d'énormes sacrifices pour restaurer la sécurité dans cette partie de la province. C'était bien de circonscrire les points sur lesquels il y a des alertes. Comme ça, on ne revient plus que sur la mini. Allez-y, s'il vous plaît. Effectivement, j'ai visité Rwampara tout à l'heure et j'ai vu effectivement ce qui a été brûlé, mais ça se reconstruit déjà parce que j'étais sur le terrain. D'abord, il y a deux volets là-dedans. Le premier volet, c'est la résistance communautaire au fait que la maladie existe réellement. Et puis le deuxième volet, c'est l'information sur les mesures barrières à prendre. Par rapport à la résistance communautaire, tout à l'heure, ministre de la Communication, nous étions avec les députés provinciaux. Moi, je voulais d'abord comprendre comment est-ce que cette maladie a commencé à tuer et il n'y a pas eu d'alerte. Ils m'ont tous expliqué que ici, il y a eu deux phénomènes. Le premier phénomène, c'était un phénomène habituel qui s'appelle le phénomène du poison. On empoisonne les gens. Ce qui fait que chaque fois que quelqu'un décède ou quelqu'un tombe malade, le premier réflexe, c'est d'aller chercher des remèdes contre un poison. Et heureusement, ils ont considéré que c'était le poison, au lieu d'aller vers les centres de santé. Deuxième phénomène, c'est ce phénomène cercueil dont on a parlé, qui a créé la psychose, où les gens pensaient que c'était le cercueil parce qu'ils avaient changé le cercueil. Premier cas qui était décédé, vous vous rappelez, le 20 avril, et ils ont brûlé ces cercueils, ils ont fait un feu de bois pour se réchauffer. Et donc, pour eux, c'était le cercueil qui se vengeait, qui venait chercher les personnes qui ont brûlé et toutes les personnes qui étaient au lit, parce qu'ils ont fait le deuil selon les mesures habituelles. Et les députés provinciaux m'expliquent que c'est pour cela que nous n'avons pas, parce que je leur ai posé la question, mais les gens décèdent dans votre communauté, comment ça se fait que personne ne tire sonner d'alarme? Ce n'est pas le secteur de la santé qui peut savoir ce qui se passe dans la communauté. C'est quand on alerte que nous pouvons maintenant réagir. Et donc ces deux phénomènes ont expliqué que finalement on a considéré lors du phénomène de Rwampara que les cas qui étaient ne relevaient pas nécessairement d'une épidémie, d'une maladie pour laquelle ils se protégeaient. Les jeunes ont décidé d'aller récupérer le corps, d'aller enterrer eux-mêmes et de faire leur propre cérémonie funéraire. Et c'est vraiment la même chose qui s'est passé plus ou moins à Mongwalu. Donc, maintenant, les mêmes députés, mais nous aussi, nous commençons à nous rendre compte que la population est mieux informée maintenant. Par exemple, aujourd'hui à Rwampara, on a un malade qu'on a admis aujourd'hui qui est venu tout seul. Et les médecins de Rwampara m'ont dit, en tout cas, on voit que la communauté commence à comprendre qu'il faut venir se présenter le plus rapidement possible. Et ce cas-là est hospitalisé aujourd'hui. Donc, ce que je pense, c'est que nous devons continuer la communication risque et nous devons pousser l'engagement communautaire de nos communautés pour pouvoir stopper la propagation de ces virus. Voilà, je crois que sur ces points, c'est un point crucial. La discussion avec les élus a été capitale parce ça nous a permis de comprendre
plus ou moins l'esprit de la population. Et je vous avoue, Monsieur le ministre, les élus vont nous être d'un appui précieux, autant que tous les Itouriens qui nous suivent. Si nous nous sommes déplacés ici, c'était aussi en partie pour ça, pour que nous puissions nous assurer de l'implication, notamment des journalistes, pour poser justement les bonnes questions, comprendre l'épidémie, comment elle fonctionne, et lutter contre, beaucoup de gens ont appelé ici hier Infodémie. On va prendre les questions de Jean-Christian Bafoy, suivi de Jenny Bala. Une question, s'il vous plaît, pour nous permettre d'avancer plus rapidement. Bien, merci beaucoup. C'est Jean-Christian Bafoy de la radio Kandi PSP Bunia. J'ai la question pour le ministre de la Santé. Monsieur le ministre, vous avez avec nous en Ité à l'Est. Votre secteur, votre ministère fait de suivi dans des zones sous occupation de rebelles à l'Est par rapport à ceux-là qui sont attaqués d'Ebola. Parce que ce sont aussi des Congolais qui se trouvent dans cette... Et la petite question, en Italie, nous avons une catégorie de la population qui sont des déplacés de guerre. Ils sont entassés dans des sites. Ils sont coincés. Il y a des dispositions, parce qu'ils sont même à Bounia ici. Il y a des dispositions nécessaires pour cette catégorie de populations déplacées à les protéger contre Ebola. J'ai une question pour le ministre de la Communication. Excellence, Monsieur le ministre, nous, les médias locaux en Ituri, on a des difficultés à tirer des statistiques et à trouver des canaux de communication directs pour informer nos auditeurs sur terrain. On ne sait pas si le système de communication, après votre départ, va être installé sur terrain, où nous pouvons nous ressourcer. Est-ce que chez le gouverneur de la province, est-ce qu'il y a la DPS, est-ce que nous allons toujours attendre de Kinshasa? Parce que des fois, des statistiques, souvent sur des radios internationales, RFI, France 24, mais nous, localement, on se demande, on sait comment les faire. Et monsieur le ministre de la Communication, qu'est-ce que vous attendez des médias de l'Ituri pour accompagner et vaincre le virus d'Ebola en Ituri, plus par sur des radios communautaires ici? J'avais aussi une question pour le gouvernement militaire, mais c'est à Swahili. J'espère que c'est pas si la sécurité. Oui, c'est si la riposte. Gavana jimbo la Ituri, raia Ituri libidi kujua kupitia programu yako kama gavana jimbo, mpango kani kamata kwa kuzuia watu kutoka sehemu za Mungwalu kuingizana Bunia, toka Bunia kwenda Kasenyi Komanda, na wengi wanakuja na ugonjwa ya Ebola, walipigwa na ugonjwa Ebola sehemu za Mungwalu kule. Na sasa hapa kwetu kwa Bunia, raia alipenda ajue kumwanzo, wakati epidemia ya Ebola waliotangaza ilikuwa hapa Bunia, Rwapara na Mungwalu. Mais kufatana na mouvement population, tuko na kuwa deja Nyakunde, tuko nasikia deja Bambu, tuko nasikia deja kuba zone de santé zingine. Mpango kani ku niveau ya province imekamatiwa kwa kufrene ile mouvement ya population pour que ile virus ya Ebola isitawanyike mbali. Aksati. Voilà, on va revenir sur votre... Est-ce que vous pouvez répéter votre première question, s'il vous plaît? Ma première question... Les zones occupées. Oh oui. Alors, par rapport aux zones occupées, nous avons été très clairs. Nous ne pouvons pas avoir une riposte partielle. Je donne un exemple précis. Une des stratégies majeures pour la riposte, c'est de retrouver les personnes contacts du malade. Il faut qu'on retrouve les personnes contacts pour pouvoir les surveiller et empêcher que la maladie ne continue à se propager. Maintenant, les Congolais sont libres. Si un Congolais quitte l'Ituri, entre dans le nord Kivu, entre à Goma, nous savons que c'est un contact de malade. Nous le suivons en Ituri.
Et puis, il entre dans le Nord Kivu, dans la partie que nous contrôlons, le suivons encore. Et puis, il entre à Goma. Là, nous n'avons pas de discussions directes et nous n'en aurons pas avec les règles qui sont là-bas. C'est-à-dire que cette personne-là, nous ne la contrôlons. Et l'inverse, c'est la même chose. Supposons, par miracle, que dans cette zone-là, les rebelles soient capables d'organiser une bonne riposte avec des contacts qui peuvent suivre. Supposons qu'un contact quitte chez eux. Il rentre chez nous. Vont-ils nous appeler pour nous dire « Tiens, attention, personne est un contact ?» Voilà pourquoi nous avons très clair. La riposte doit être une riposte nationale, c'est-à-dire pas seulement amener des équipements humanitaires à Goma au travers des partenaires, mais nous devons déployer toute la riposte dans les zones occupées. Parce que ce sont des Congolais, comme vous l'avez dit, et ils ne peuvent être pris comme des ballons entre deux endroits. Et la seule chose à faire, c'est que ces gens quittent, que ces rebelles partent. Nous avons été clairs là-dessus. Donc je pense que, moi je le suis toujours, parce que moi je ne passe pas par quatre chemins, je dis ce qu'il faut faire. Donc pour que la riposte réussisse, il faut que nous ayons le contrôle pour que nous puissions suivre les contacts même dans ces zones-là. Parce que sinon, la maladie va... D'ailleurs, vous savez que la personne qui est décédée dans le sud Kivu, mais même le malade qu'on a identifié à Goma, c'est un malade qui a bougé. Le Congolais est libre de bouger. Donc là, c'est très clair là-dessus. Maintenant, quand vous revenez à la question des zones déplacées, j'ai répondu, vous étiez ici, non? Je ne commençais pas. Bon, je vous redis encore, c'est une situation beaucoup plus complexe pour laquelle on ne peut pas juste dire voici nous allons contrôler, voici nous allons détecter, voici. Parce que j'ai dit, là-bas, il y a plusieurs besoins. Des besoins d'abord de promiscuité terrible où les gens, quand ils sont en déplacement, n'ont plus les conditions de base. Plus les conditions de base, n'ont plus l'accès à l'eau facilement, ils n'ont pas accès à l'alimentation, bien sûr qu'ils n'ont pas accès non plus facilement aux soins de santé. Mais par contre, même là, nos équipes sont capables de détecter, dès lors que nous avons un signalement, nous sommes capables de détecter et aussi d'amener les éléments de protection. Et ça, c'est en entente, en coordination avec les autres éléments de la riposte, notamment les éléments sécuritaires, parce que ce n'est plus une situation normale. Voilà, merci. Monsieur le gouverneur. Oui. Excellent. Vous voyez, ce problème de déplacer revient encore. Donnez-moi une minute juste pour que je lance un message. Allez-y, si vous voulez. Oui. Excellence. Quand je suis arrivé ici, tout le monde était déplacé. Les Bira de Nyakoundé étaient dans la ville. C'est moi qui les ai remis à Yaoundé. Ils sont entrés chez eux. Les Lendou de Bambou, de Kobo, de Lipri, de Nyangaray, ils sont rentrés chez eux. Dernièrement, les Ema de Nyamba et autres, là, ils sont rentrés chez eux. Pourquoi est-ce que les autres ne rentrent pas? Ceux qui sont aujourd'hui à Boulé, c'est de chez eux. Pourquoi ils ne rentrent pas? Pourquoi ils ne rentrent pas? Je voudrais vraiment donner un message, même en Swahili. Ni furaka ni mweba leader mungu nasikia ya kuona banduku yenu beo nateseka mu masiti bure. Na watu yote wanarudia, tulikuwa hapa kila mtu alikuwa msiti. Hiyo nini mnataka wale banduku yenu babakie msiti bafe nini? C'est une de provinces plus bénies Congo. La plus, il y a tout, excellence. Mais Dieu a nini mupende banduku yenu barudie. Ni njuto ya kusema tuseme banatutesa. Tout le monde est rentré à la maison. Rentrez, demandez à ces pauvres gens de rentrer chez eux à la maison. Akuna muntu atabao. La dernière tuerie qu'il y a eu à Pim. Vous savez quoi? Le CRP est allé chez les Lendou là-bas. Ils ont tué nos militaires. Ils ont tué leurs femmes. Ils ont tué leurs enfants. Et les Lendou se sont vengés. Et vous savez, chaque fois, c'est toujours ça. Ils sont allés tuer les Mambisa et les Ema. Vous le savez. Alors, on ne veut pas ici. Batu barudi kwabo. Akuna muto atabaoua. J'ai fini avec ce nani là-bas. Alors, vous parlez de ce que j'ai fait.
nous devons organiser 55 points de contrôle. 55. Hier, je vous ai parlé de l'installation. Ça vient peut-être petit. Monsieur le gouverneur, lorsque vous dites point de contrôle, oui, qu'est-ce que cela signifie? Et les 55 points, c'est dans toute la province de Littouri? C'est dans toute la province, Excellence. Les points de contrôle, c'est-à-dire si vous quittez Bambou ou bien vous quittez Mungwalu, avant d'entrer ici, vous allez voir des points de contrôle où on vous demande de descendre pour prélever la température. Prélever la température et tout. Le matériel est en train d'arriver. Je vous ai dit jusque-là qu'il y en a 5 ou 10. Je crois qu'aujourd'hui on est allé à 10. Et je vous ai dit, nous sommes dans la période d'installation. Le matériel vient de Kinshasa, peut-être même d'Aïe. Et donc aujourd'hui, on n'est pas à 55 points. Mais nous avons beaucoup de partenaires. Même le gouvernement congolais nous a donné les moyens pour qu'on puisse payer tout le matériel. Nous avons aussi l'Union européenne, par l'entremise de Corridor vers M. Demero. Oui, voilà, qui est au Nord Kivu, qui va nous construire aussi du côté de Mambasa les points de contrôle. Donc, s'il vous plaît, nous avons pensé à ça et nous allons le faire. Nous allons le faire. Nous sommes en train de le faire et nous allons accélérer maintenant que les aéroports peuvent, n'est-ce pas, accueillir davantage tous ces gros porteurs qui arrivent. Merci. Alors, merci beaucoup. Sur la question des médias, c'est une question clé dans une épidémie, parce que comme le ministre constatait avec moi tout à l'heure dans la discussion sur les élus, il y a eu des difficultés dès le départ de la compréhension de ce qui s'est passé. Lorsqu'on voit des symptômes qui ressemblent à la malaria, aux fièvres ou à la grippe, la tendance, c'est de prendre certaines dispositions. Mais c'est encore plus grave lorsqu'on pense que c'est du poison. On cherchait tantôt un guérisseur, mais c'est toutes ces questions qui ont été assez compliquées dans la compréhension de cette épidémie. Mais aujourd'hui, nous disons que nous avons l'expérience. Nous avons l'expérience parce que nous avons fait face à des épidémies comme ça avant, mais l'épidémie vient avec sa manière. Et ici, les 15 premières épidémies qui ont été traitées ont été beaucoup parce qu'il y a eu la prévention, parce qu'il y a eu de la sensibilisation. Et donc, au-delà du fait que vous-même, les médias, vous pouvez vous approprier déjà la question, vous documenter, il faut éviter justement d'être des nonsologues sur un sujet comme celui-ci. C'est un sujet très technique. Même nous qui vous parlons, nous prenons le temps, le ministre de la Santé vous dira le nombre de fois que je l'appelle un mot pour une phrase parce que c'est critique, premièrement. Deuxièmement, le ministère de la Santé, tous les jours, nous communiquons, et nous avec eux, nous faisons ce qu'ils appellent CITREP, qui est un document qui fait l'état de la situation épidémiologique partout. C'est dans ces documents d'ailleurs que vous avez des cas suspects, des décès, des personnes contacts. C'est un document qui est public et que nous, au niveau du ministère de la Communication, nous essayons de le partager. Alors, ce que nous allons faire spécifiquement, c'est que nous aurons un moment d'entretien avec évidemment les services du gouverneur, parce qu'il y a déjà un travail d'identification des médias qui a été fait en amont. Au-delà de ces exercices, nous allons vous engager dans la stratégie des ripoustes. Hier, le ministre parlait de 90 à 120 jours. On pourra vous engager de sorte que quotidiennement, nous puissions vous alimenter. Je pense que si nous donnons les bonnes informations au quotidien et que si vous, à votre niveau, vous le relayez et vous donnez la parole aux spécialistes, aux personnes habilitées, vous vous abstenez de prendre des chiffres sans en comprendre l'interprétation et les partager, je suis sûr que nous serons sur une dynamique vertueuse. Hier, je ne prends pas un secret, le ministre de la Santé à ma gauche a été très strict en disant que même les personnels qui sont commis dans la riposte ne sont pas en droit, pendant l'élaboration CITREP, de faire des photos et de les partager. Parce que vous pouvez partager une photo, s'il n'y a pas l'explication qui suit, ça peut servir d'élément de confusion. Et donc, il est important que vous-même, vous puissiez prendre vos responsabilités professionnelles et nous, évidemment, nous allons nous assurer de vous fournir davantage des éléments pour une meilleure connaissance de la maladie. Et on va évidemment vous demander d'insister beaucoup sur la nécessité de respecter scrupuleusement les mesures barrières ou les mesures de santé publique. Je
peux compléter. Allez-y, monsieur le ministre, s'il vous plaît. En vous donnant un exemple. On a eu un cas d'une dame qui est arrivée en train de mire du sang. Et quand on regarde, dans ces sangs aussi, il y a du sang. Premier réflexe, Ebola. Mais nous, on regarde deux autres éléments autour de ça. Est-ce qu'il y a un contexte épidémiologique autour de ces cas? Le cas dont je vous parle, c'est à Kinshasa. Est-ce qu'il y a un contexte épidémiologique? Est-ce qu'il y a eu un contact? Est-ce qu'il y a eu un déplacement? S'il n'y a pas du tout de contact épidémiologique, déjà notre appréciation baisse. Ensuite, on teste quand même. On teste, c'est négatif. Donc notre appréciation tombe à 0. On dit c'est pas Ebola. Sauf que quelqu'un qui a pris des photos, quelqu'un qui a vu une malade avec du sang, publie en disant on a un Ebola à tel endroit. Ça part dans tous les sens. Tout le monde commence à appeler, mais oui, on a la certitude qu'il y a un cas d'Ebola là-bas. Vous voyez pourquoi est-ce que nous sommes prudents pour ne pas laisser dire n'importe quoi, et les statistiques surtout, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut. Vous voyez que je vous dis 900 suspects, même je vous dis 1028 suspects, mais en même temps je vous dis, à partir de demain, je ne vous dirai plus autant, je vais dire beaucoup moins de suspects, parce que je vais vous donner beaucoup plus de cas confirmés. Et donc, c'est vraiment important qu'on ne répond pas à cela de manière légère. On va prendre les questions de Mme Eugène Balinda, puis je vais demander à Juste Boumba de venir. Eugénie Balinda de la radio des rebâtisseurs. Excellence, Monsieur le ministre, que dire des 5 tonnes de kits de prévention que vous avez apporté lors de votre passage ici dès le deuxième jour après la déclaration de l'épidémie à virus Ebola, et que juste là, ces kits ne sont pas encore déployés alors que nous sommes à pleine urgence. Alors, étonné que vous disiez que ce n'est pas déployé. D'ailleurs, le ministre m'a posé la question, comment a été ma journée aujourd'hui? Le matin, commencé par les dépôts d'arrivage. C'est-à-dire, quand les équipements arrivent, on les met dans un dépôt. Et puis ensuite, il y a le dépôt de distribution. Donc, j'ai fini de regarder les dépôts d'arrivage. Je suis parti dans les dépôts de distribution pour voir effectivement le nombre d'équipements déjà distribués. Alors, dans la distribution, il y a deux choses. Il y a, là, on l'a amené avec l'OMS et je suis content que les gens de l'OMS soient là d'ailleurs. Il y a deux choses. Premièrement, celui qui amène doit dire, ok, voici ce que j'ai amené. Donc, il y a un petit temps de travail pour dire, j'ai amené ceci, pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Donc, on doit enregistrer ça. Deuxièmement, il faut que la structure de soins demande, dit, voilà, nous, on n'a plus de tenue de ceci. On appelle ça une réquisition. Il doit faire une réquisition. Et ça, qui a eu un léger retard parce qu'il y avait des centres qui ne faisaient pas de réquisition, qui attendaient que passement que ça vienne, pendant que les équipements étaient déjà dans le dépôt. Donc ça, c'est réglé parce que, comme je vous dis, j'ai regardé aujourd'hui, je suis parti moi-même, j'ai regardé les dépôts d'arrivage et j'ai comparé avec les dépôts de distribution. Aujourd'hui, tous ces cas, pas seulement les 5 tonnes, mais il y en a eu beaucoup d'autres qui sont encore qui sont arrivés, d'autres qui continuent à arriver. Je vais vous donner l'exemple de dire que, par exemple, pour le diagnostic, les kits de tests ont permis maintenant que nous n'ayons quasiment plus d'échantillons en retard. Donc à partir de demain, on n'aura plus d'échantillons en retard parce que les kits sont distribués. Donc, il n'y a pas de kits qui sont juste déposés. Il y a eu le fait que la réquisition ne venait pas seulement alors que les équipements étaient là. Et il y a eu aussi le fait qu'il a fallu d'abord comptabiliser ce qui arrive. Parce que ce qui se passe souvent dans les ripostes, c'est qu'on vient dire « Ok, mais moi j'ai amené ceci, mais comment on sait que tu as amené ça si on n'a pas notifié, si on n'a pas tout enregistré ?» Donc ce temps logistique, comme disait le général, le temps d'installation, malheureusement ça prend quelques parfois. On va prendre les questions, monsieur Juste Boumba. Bonsoir. Je
Je suis M. Justin Kaboumba. J'ai des petites questions au ministre de la Santé et au ministre de la Communication. Le ministre des structures sanitaires dénonce un manque d'équipement, de personnel et de moyens de protection. Que répondez-vous aux soignants qui disent être débordés à l'ampleur de cette épidémie? Des partenaires internationaux annoncent un appui financier et logistique à la RDC. Comment ces faux équipements seront concrètement utilisés à Ituri pour renforcer la riposte? Au ministre de la Communication, Monsieur le ministre, bien que le gouverneur ait annoncé que voilà, il y a une avancée sur le plan sécuritaire, mais il faut souligner que la situation sécuritaire reste volatile et imprévisible face à l'insécurité persistante dans certaines zones touchées par Ebola. Le gouvernement envisage-t-il un dialogue ou une forme de collaboration avec certains groupes armés en fait de faciliter l'accès humanitaire et le travail de type de riposte ici? Bon, Monsieur le ministre. est-ce que vous pouvez faire un petit effort de ne pas revenir sur les mêmes questions? Parce que parfois, on se dit, mais on vient de poser la même question et puis on revient dessus. Je viens de vous dire que là, aujourd'hui, il n'y a plus de structures qui manquent d'équipements, notamment de protection, parce que tout est maintenant distribué et il y en a encore qui arrivent et qu'on continue à distribuer. Et donc, tous les équipements nécessaires, j'étais à Rwampara aujourd'hui, là, un centre de traitement. Et donc, aujourd'hui, tout ce dont ils ont besoin, ils le reçoivent. Même les médicaments. J'ai dit hier qu'on demande aux structures qui ont utilisé leurs propres médicaments, qu'ils avaient déjà avant acheté, de faire la réquisition, c'est-à-dire de demander ces médicaments-là pour qu'on les rembourse parce qu'on en a. Et donc, il peut y avoir qu'une structure n'a pas demandé ou il peut y avoir que la logique a traîné, mais plus personne ne manquait aujourd'hui de quoi prendre en charge les malades. Et ça, tout le groupe de prise en charge est ici. Tout le groupe. Donc il n'y a personne à Kinshasa là. Tout le groupe est ici et toutes les solutions sont ici. Donc je ne pense pas que cette question-là puisse encore, peut-être dans 2 jours, on va dire oui, monsieur le ministre, on revient 2 jours après, 3 jours après, parce que vous avez dit, mais arrêtez, il n'y a toujours rien. En ce moment-là, oui. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que tout le monde est servi dans les centres de santé. Et vous êtes journaliste. Moi, je dis toujours, vous êtes journaliste. Après que j'ai parlé comme ça, allez voir si on a servi. Alors, votre deuxième question, comment on va gérer les ressources, aussi bien financières que les équipements qui sont amenés? Je répète encore que nous avons vu Ebola en 2019 où c'est parti de tous les sens, où on a dépensé 1,2 milliard de dollars et rien n'est resté. Quand vous arrivez à Goma, vous ne voyez même pas s'il y avait Ebola. Il n'y a rien, même pas un petit labo, même plus rien. Mais pourquoi il y avait ça? C'est parce que chacun de son côté, il achetait, il dépensait, et puis après il venait nous dire, moi j'ai dépensé 200 millions, moi j'ai dépensé... Oui, mais vous avez pensé, vous avez fait ça avec qui? C'est suite à ça que nous avons décidé qu'il y aura désormais une seule coordination, un seul plan, un seul budget. Comme ça, cette coordination-là, on va lui demander des comptes. Vous avez reçu 20 000 gouvernements, vous avez fait quoi? Vous avez reçu autant de la Banque mondiale, vous avez fait quoi? Vous avez reçu autant de l'OMS, autant de l'UNICEF, vous avez fait quoi? On sait à qui on demande des comptes. Et le DG qui est là, qui m'entend, il sait qu'on va lui donner des comptes. Les DG du COUSP, Centre des opérations d'urgence, secteur de la santé publique, c'est ça, COUSP? Ils sont là, on va leur demander des comptes. Parce qu'il n'y aura pas $1 qu'on va recevoir, et je ne vais pas dire, moi j'ai dit, on a reçu autant. Quand vous allez dépenser, venez justifier que vous avez dépensé. Donc, par rapport à l'argent, et dans tous les cas, vous savez que les partenaires ne vous donnent pas l'argent comme ça. Ils vous donnent l'argent et ils s'assoient avec vous. Donc, c'est difficile, quand on a une seule coordination, d'échapper à ça. Avant, chaque partenaire dépensait dans son coin, et c'était ça le problème.
Deuxièmement, pour les équipements, c'est pareil. Pour que les partenaires viennent ici, nous avons décidé, moi j'ai décidé qu'on donne désormais donner une accréditation. Le Centre national d'opération d'urgence de santé publique donne l'accréditation. Comme ça, on sait qui est là, on sait pourquoi, on sait avec quoi il est venu. Comme ça, à la fin, nous allons dire, ok, toi tu as amené ceci, on a ça, on a fait ça, on a fait ça. Aujourd'hui, on a ramené 3 véhicules, dont un véhicule part à Rwampara demain, un autre va aller à Mongolou parce qu'il faut soutenir ces structures pour commencer à aller chercher les malades. On a des motos, on en a 100 ici, en train de distribuer. On va encore en recevoir d'autres. Tout ça, il y a une coordination qui va rendre des comptes. Voilà comment ça va être géré. Alors, Monsieur le Ministre, si vous permettez une petite entorse, parce que les gens doivent comprendre que vous ne fonctionnez pas. Ce n'est pas parce que vous prenez la parole tous les jours. Vous avez une grande équipe. En tout cas, j'ai eu le privilège de rencontrer depuis plusieurs jours vos équipes. Nous avons le directeur général du COUSP ici avec nous. Peut-être que si le ministre autorise, il pourra dire 2-3 mots de comment il structure. Hier, le gouverneur vous parlait d'installation, il vous parlait de tous ces dispositifs. Nous disposons d'un centre d'opération d'urgence. Parce que c'est un peu à la manière militaire. On se souvient de PMSI hier. Et donc, il faut que vous puissiez avoir ça. Évidemment, si les ministres autorisent, on pourra lui permettre de dire 2-3 mots. Si ce sera une occasion de rendre hommage à toutes ces équipes qui sont à notre droite, qui sont particulièrement mouillées. Ça fait 14 jours qu'ils ne dorment pas pour installer les processus de riposte. Je pense qu'il faudrait bien qu'on les leur reconnaisse. Alors, monsieur le gouverneur, ça dépendra du ministre, évidemment, on doit leur donner une minute de parole. Monsieur le gouverneur, il a parlé de dialogue. Peut-être brièvement, vous pouvez nous dire comment vous avez traité la question des groupes armés parce que nous, il y a une question de principe que le ministre de la Santé a rappelé tout à l'heure. En tout cas, pour ceux qui supplétifs du Rwanda sont à Goma, il faut exclure cette possibilité-là parce que premièrement, ils n'ont pas des compétences, premièrement, ils n'ont pas d'expérience, troisièmement, ils n'ont aucun souci sur la santé et sur la sécurité des compatriotes parce qu'ils gouvernent par crime. Monsieur le gouverneur. Excellent. Je répète encore, j'ai parlé d'une approche globale. Dans l'approche globale, il y a le côté, donc, dimension militaire et non militaire. Dans la dimension militaire, il y a le dialogue. Et ici, au niveau des opérations, ici à Ituri, c'est lui qui est en contact avec les groupes armés. Il est là, Léo, général-major. Vous pouvez vous mettre debout comme ça, on vous voit. Le général Mimba, c'est lui, il est là. Voilà. Donc, il entre en contact avec les groupes armés, c'est lui qui leur parle. Et même s'agissant des sites, ils font des missions là-bas avec la MONUSCO. Nous travaillons ensemble, main dans la main avec la MONUSCO. On descend sur le terrain, on leur parle pour que, effectivement, par exemple, s'agissant de... Oui, vous pouvez vous mettre. S'agissant de Boulé, sans de Boulé, nous avons même demandé que ces groupes armés-là relâchent cette population parce qu'elle est à 5 mètres de leur. Donc ça, c'est le travail de la région militaire parce qu'ils ont le DD. Le PDDRCS, là, il y a le D et c'est lui, le commandant de la région, qui s'occupe de ça. Donc pour cela, il ne faut pas vous en faire. Nous sommes dans l'approche non militaire aussi. Nous faisons l'ensemble. Voilà. Ça, c'est ce qui concerne l'Ituri. Voilà. Mais pour ce qui concerne les autres parties, je crois que le ministre avait dit, et nous avons une position de principe qui est bien connue. Alors, on va prendre la dernière série de questions pour terminer. Avec M. Marcus Jean-Loïka des Deutsche Welle, M. Sadio Komangala, et on va terminer par M. Dieu merci de Radio Canal Révélation. Une question personne et on aura terminé. Merci beaucoup. Je suis Marcus Loïka de la Deutsche Welle. Question de la santé. Aujourd'hui, vous êtes ici. Quelles seront les grandes actions concrètes qui vont suivre après votre départ de l'Ituri? Et je veux aussi revenir par rapport aux médias, au ministre de la Communication. Ici, à Ituri, l'accès à l'information est presque censuré. Parce que si vous partez dans des hôpitaux ou allez voir des médecins, ils vous disent qu'il faut aller prendre l'autorité à la DPS pour qu'il parte, pendant que les mauvaises informations circulent librement sur les réseaux sociaux et
limités où nous, les journalistes, se sentent cités. On voulait savoir, ministre, comme ministre de la Communication, est-ce que pendant cette période, il faut une accréditation ou une autorisation pour couvrir les activités de la riposte? Écoutez, le ministre de la Santé dira les choses de manière plus précise, mais il faut savoir que nous sommes dans une situation particulière. Les médecins qui sont en train de s'occuper des malades ne devront pas en ce moment-là se dire nous devons venir vous répondre. Il y a des structures qui sont habilitées. Ministre, peut-être que vous serez plus précis sur ça. Alors d'abord, il y a deux choses qu'il faut comprendre. C'est-à-dire le fait de soigner, et il y a ce qu'on appelle la santé publique, c'est-à-dire les décisions d'ensemble. L'épidémie est gérée en santé publique, c'est-à-dire on doit prendre des décisions ensemble. Vous voyez par exemple, ok, on doit déployer un tel nombre de centres de traitement. On doit avoir autant d'infirmières, autant de médecins, autant de ceci. Vous voyez que ça, ce sont des décisions d'ensemble. La clinique, c'est le fait que j'ai mon malade qui saigne, il faut que j'arrête l'hémorragie, il faut que j'arrête la fièvre. La vraie question, c'est que aujourd'hui, chacun à son niveau a la compétence là. Quelqu'un qui fait la clinique, si vous allez lui demander, évaluez-nous la riposte, il va vous donner sa vision, sa façon de voir. Il va dire, en tout cas, hier, le malade est resté trop longtemps, avant-hier, manquait telle chose, mais il ne peut pas vous répondre sur l'ensemble. C'est pour cela qu'on essaie d'avoir des canaux où on vous donne la bonne information. Et cette bonne information, ça ne veut pas dire qu'on restreint les journalistes. Pour moi, il ne faut pas restreindre les journalistes. Mais le problème, c'est que il faut que les journalistes, là, on sache qui est journaliste. Oui, tout le monde est journaliste. Hein. Tout le monde publie. Hein. Alors maintenant, tout le monde va venir voir les médecins en disant « je suis journaliste ». Comment le médecin fait? Et donc, on dit qu'on ait des canaux d'accréditation ou en tout cas, qui permettent à ce que des bonnes personnes répondent aux bonnes personnes. Les médecins, les travail qui répondent. Moi, quand je suis parti aujourd'hui à Rempart, j'ai posé la question aux médecins. Je n'ai pas posé des questions de santé publique. J'ai demandé, vous avez combien de malades? Ils sont dans quel état? Qu'est-ce qui vous manque? Et là, le médecin va répondre. Mais si je lui dis, ok, mais comment est-ce que vous voyez le suivi des contacts? Il ne va pas me répondre. Comprenez? C'est ça qui est important à comprendre. En tout cas, pour moi, il faut restreindre les journalistes. Alors, pour votre première question, qu'est-ce que sont les grandes actions qui vont se faire après mon départ? Mais mon arrivée ne change rien. Mon arrivée, c'est pour évaluer, booster. Mais la riposte, c'est un plan pour lequel on a ici ce qu'on appelle un incident majeur. Quand il y a une épidémie, on nomme quelqu'un qui est responsable de la gestion de cette épidémie et qui va poser tous les actes qui sont dans le plan. Je rappelle que ce plan, nous l'avons conçu au niveau national, mais nous l'avons discuté avec des partenaires d'abord, les Américains, les Européens, tous ceux qui interviennent. Et puis nous avons discuté au niveau régional avec l'Ouganda et le Soudan et nous avons validé ce plan. Quand les partenaires disent « je vais mettre autant », c'est par rapport à ce plan. Et donc l'incident manager avec toute l'équipe qui est sur place, parce que l'incident manager est sur place, avec toute l'équipe, ils vont déployer toutes les étapes du plan. Voilà. Voilà. Monsieur le ministre, peut-être qu'on va répondre les questions, mais est-ce que vous autorisez que nous puissions voir ce qui vous dit? On va comme ça, j'avais entendu. Mais... on va revenir à ça, comme ça on aura le visage, oui. Parce qu'il ne faut pas considérer que c'est les ministres des Kinshasa qui pilotent toutes les opérations de riposte ici. Allez-y, s'il vous plaît. Salibo Komangala Pierre pour le compte de la radio Merveille Bunia. En première question, Monsieur le ministre de la Santé publique, qu'est-ce-vous de pratiques observées actuellement dans plusieurs familles ici à Bunia, consistant à prendre des médicaments comme le céphi, zinc et même vitamine C dans le cadre de prévention contre Ebola. Et certains habitants affirment que ces produits renforcent l'immunité. Cette affirmation et quels sont les risques
que court la population en prenant ces médicaments présentait un signe de la maladie à virus Ebola. La deuxième question, pourquoi les échantillons pour confirmer les cas de la maladie à virus Ebola se passent toujours à Kinshasa? Qu'est-ce qui empêche actuellement l'installation ou soit les renforcements du laboratoire qui se retrouve ici à Bunia? Et la dernière question s'adresse aux deux ministres. Et c'est une question qui touche l'état de siège. Cher ministre, 5 ans après la mise en place de cette mesure exceptionnelle à Ituri, que pensez-vous de cette mesure? Est-ce qu'il faut la maintenir ou soit la lever? Et qu'est-ce qui vous a plus marqué pendant les 5 ans de l'état de siège à Ituri? Voilà, merci. Monsieur le ministre, allez-y sur vos questions. Alors c'est très simple pour l'état de siège, parce que vous avez dit que ça s'adresse aux deux. Pour l'état de siège, je ne répondrai pas. Aussi simple que ça. Maintenant, pour les deux autres questions, d'abord, je vous dis qu'il faut peut-être suivre encore quand on parle. Je viens de dire que nous avons renforcé des capacités de laboratoire ici. Je viens de dire qu'on a reçu aujourd'hui plus de 2000 kits de diagnostic ici. Je viens de dire qu'on va avoir, on avait trois labos, on en ramène 3 autres. Et nous sommes en train d'attendre d'ailleurs 20 ou 25 autres qui arrivent ici à Bunia. Si vous nous avez suivis, vous auriez compris qu'au départ, on a fait les tests ici du virus négatif parce que nous avions des kits de Ebola Zaïre. C'est arrivé à Kinshasa, on a fait le même et c'était négatif parce que c'était Ebola Zaïre. On a élargi et on s'est rendu compte que c'était un autre Ebola Bundibugyo. À partir de là, on a renforcé les capacités ici parce que le diagnostic se fait ici. Je viens de vous dire, les équipes sont au laboratoire en train de travailler. Qu'à partir de demain, il n'y aura plus d'échantillons en retard. Il n'y aura plus d'échantillons qui traînent et on va commencer à donner le nombre de personnes qui sont réellement touchées. Donc, faites un petit effort quand même, quand vous êtes là, d'écouter, parce que sinon, encore que la répétition, c'est la mère des sciences. Maintenant, la première question que je vais poser, c'était sur, parce que je n'ai pas noté. La prise de médicaments. Oui, alors l'automédication. Quand j'étais étudiant en médecine, j'avais un professeur de pharmacie qui était terrible, qui me disait toujours « Je suis en train de former des criminels ». C'est un professeur de pharmacie qui était vraiment ultra brillant et nous disait « Je forme des criminels ». Parce que vous allez prescrire des médicaments sans réfléchir. Si déjà nous qui devons prescrire les médicaments, nous devons réfléchir. Alors vous, qui prenez les médicaments sans savoir ce que c'est, on doit dire de vous. Je répète encore, l'automédication, ce n'est pas la chose à faire. L'automédication, nous le disons tout. Vous pouvez prendre un médicament qui vous est bon. Vous avez un problème de cœur que vous ne connaissez pas. Et ce médicament va être toxique et malheureusement, vous allez avoir plus de problèmes. Aucun malade ne doit se soigner seul. Comment, quand vous achetez votre propre médicament, est-ce que vous surveillez juste ce qu'on appelle date de péremption? Vous savez ce que c'est? C'est le moment où le médicament ne doit plus être utilisé. La date à partir de laquelle on utilise. Pour des produits comme ça, il faut une prescription médicale. Mais on c'est qui? On vous dit c'est qui? Mais on peut vous dire, vous travaillez beaucoup, il faut renforcer votre immunité. Seul le médecin, prenez les CAC seul le médecin peut vous dire ça.
Seul le médecin peut vous dire ça. Vous savez que vous pouvez prendre des médicaments qui se stockent dans votre foie et vous développez une maladie de surcharge parce que vous pensez que c'est juste des vitamines. Donc, prenez pas les médicaments tout seul. Voilà, merci. Monsieur Patrick Ndibou pour terminer. Ah, c'était vous. Venez poser vos deux questions en même temps. Monsieur Patrick commence et on termine par. Voilà, merci pour la parole accordée. Je suis Patrick Ndibouvan, journaliste correspondant du journal Global News Paris 5 Kinshasa. D'emblée, d'abord, je tiens de l'occasion à féliciter le ministre de la Communication pour les travaux qu'il. Et ma question s'adresse à son Excellence, Monsieur le ministre de la Santé. 2 ou 3 médecins sont tombés sur le champ de bataille. S'ils devraient soigner sont partis. Parmi les 3, selon mes informations, il semblerait que les D et corps de jeunes médecins qui venaient de finir leur seulement 2 ans ou 1 année, ils n'ont pas encore été menés. La question qui s'est aujourd'hui, parce que certains docteurs, quand ils ont appris que vous êtes en briefing spécial, m'ont demandé de vous poser cette question. Est-ce que la famille de ces 3 ou de ces 2 médecins, le gouvernement va même faire quelque chose quant à ces jeunes médecins qui viennent de perdre leur vie, qui étaient censés protéger ou soigner? La deuxième question, Monsieur le ministre, aujourd'hui, la population itourienne semble ne plus avoir confiance au corps soignant suite à la désinformation qui a gangréné cette période de l'épidémie à virus Ebola. Vous, comme le plan de la santé publique, quel message pouvez-vous lancer à cette population qui vous suit? Alors, d'abord, je vais d'abord répondre à la deuxième question et puis je vais revenir à nos confrères qui sont décédés. Pour la deuxième question, il faut que, encore une fois, il faut que ces personnes qui répondent aux questions. Il faut savoir que dans toutes les épidémies, la première chose, c'est la résistance. La population ne croit pas. La population ne croit pas qu'il y a une maladie. Et quand bien même on lui dirait, mais regarde, il y a des gens qui vont dire, oui, mais vous nous dites ça, soit parce que vous voulez avoir de l'argent, parce que les gens vont venir, soit parce que vous voulez contrôler les vies des personnes. Il y a beaucoup d'arguments. Ou alors, soit vous ne voulez pas nous laisser notre foi, notre croyance que c'est mystique. Donc, il y a beaucoup d'éléments de désinformation, enfin, de résistance à même la désinformation. Si là-dessus, on ajoute la désinformation, on dit par exemple, et c'est le cas de ces jeunes gens qui sont partis en disant « c'est à l'hôpital qu'on est venu tuer notre frère », alors que le frère est venu parce qu'il avait attrapé la maladie à virus Ebola. Donc, si vous regardez la désinformation, la première chose qui se passe, c'est que la population devient méfiante. Nous avons vu ça dans toutes les épidémies. Et dans l'épidémie de Goma, c'est comme ça qu'on a fini par comprendre ce phénomène et qu'on a réglé ce phénomène en impliquant les communautaires. Voilà pourquoi est-ce que nous disons que la communication des risques et l'engagement communautaire, c'est une des principales actions de la riposte. Et donc, oui, la population a souvent ce réflexe-là, mais oui aussi, la stratégie que nous mettons, c'est-à-dire de renforcer la communication, notamment au niveau des communautés, et de pousser ces communautés à s'engager. On vient de vous dire qu'on avait les députés provinciaux tout à l'heure. Nos équipes ont rencontré la société civile dans sa diversité. C'est vraiment pour ramener la confiance. À l'ère du numérique, la communication demeure encore au centre de la vie. La radio-télévision nationale congolaise reste le vecteur de l'unité nationale. Les informations sur l'actualité de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde. La culture, le sport, mais aussi les grands événements en direct sur la radio-télévision nationale congolaise. Les infos de dernière minute sur toute l'étendue du territoire national et partout ailleurs sur tous vos écrans.
Au cœur de l'Afrique, une terre d'opportunités s'éveille. La République démocratique du Congo, véritable grenier de la planète, regorge de ressources naturelles inestimables. Or, cobalt, cuivre, diamant, germanium, coltan, lithium, les terres arables, la RDC est le berceau d'un avenir durable. Au carrefour des échanges mondiaux, avec ses ressources essentielles pour les technologies vertes et numériques, la RD Congo est la réponse aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Rejoignez l'agence de pilotage, de coordination et de suivi des conventions de collaboration entre République démocratique du Congo et les partenaires APCSC. Transformons ensemble nos visions en réalité. Le futur commence ici. Investissez en République démocratique du Congo, le pays solution pour un monde durable. Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. Sécurité sociale, maintenant pour les militaires et pour les policiers. Musala policier zonge lengi. Ateba bandili Congo balakama na kotika na kaka policier. Papa, yango zo sepela bo civil boyeli kamoni. Na sepela te, sécurité sociale ya Sensap. Na biso ba policier, na bilo ba militaire. Sécurité mboka, sécurité abato, sécurité sociale. Ni mama monwe. Après retraite, ozimbo na yo ya passion. Soki pe kufi et bénéficier na mwasi na yo na bana si na âge ya 18 ans. Soki pe bazo continuer kelasi si na âge ya 25 ans. Soki pe ozwi likama, to pe okomi blessé de guerre. Donc, avoir retraite, soki ozwi accident na nzela ya musala, bazwi en charge. Ndenge moko na ba fonctionnaire, na ba magistrat, na ba enseignant. Oh, ya solo wana? Oui, c'est ça. Donc lokola biso to la exposé na ba risque ya makasi. Yango ba kanisi biso ha? Nano esalamate. C'est ça. Alors André, vive le commandant suprême. Sensap, tous solidaires, tous bénéficiaires. 40 conteneurs où on déclare 20 seulement. L'État, bakendaka na ye bongo. Bongo. Avant, certains pouvaient encore tenter de se cacher. Aujourd'hui, après la patrouille financière, place au contrôle systémique. Voilà. 20 conteneurs, dossier très propre. Mais beaucoup pembe. Monsieur, vous êtes sûr? Très sûr, sûr même. Quoi? Oui. Monsieur, l'inspecteur général de finances, chef de service, a besoin de vous en urgence, avec son dossier. Tout de suite. Déjà? Alors que je viens à peine d'arriver. Bienvenue, monsieur Ngaloufar. Nous vous suivons depuis le pays d'importation. Depuis là-bas? Ça, c'est une trahison et espionnage. « 40 conteneurs, trajet complet, toutes les données connectées. Après la patrouille financière, l'IGF utilise maintenant le contrôle systémique. » Contrôle systémique? Oui, une nouvelle stratégie, ce qui permet à l'IGF de contrôler les deniers et biens publics, d'assurer une surveillance de tous les flux financiers de l'État, d'auditer les entreprises et établissements publics, de contrôler les finances des provinces et des entités territoriales décentralisées. Et toutes vos opérations sont désormais suivies en temps réel, du départ jusqu'à la déclaration. Contrôle systémique. Avec ça, l'IGF voit tout. Je suis père de famille. Vous n'allez pas me... Monsieur Ngaloufar, on n'a pas besoin de vous exhiber devant l'opinion. L'État veut tout simplement que vous puissiez payer ce qui lui est dû. Le montant réel.
j'ai dit ceci, hein, déclare tout. A dit même les cartons vides. Na boy, ma problème, hein. Ah ouais, ma cambo s'est changé. Maman, déclarez nyonso, ko bombe le côté. IGF a changé G. Contrôle systémique. Déclarer juste, c'est protéger les ressources de l'État. Contrôle systémique, transparence totale, recettes protégées. Le contrôle systémique est l'outil clé pour passer des intentions aux résultats concrets et matérialiser la vision du président Félix Antoine Tshisekedi. Et le but! Et voilà! Et le but! But historique de la République démocratique du Congo! La Coupe du Monde 2026 arrive. Du 11 juin au 19 juillet, ne manque rien du grand retour sur la scène mondiale des Léopards. Quand la RDC vibre, la RTNC diffuse. C'est l'opportunité de l'année pour booster votre visibilité. Télévision, radio, digital, habillage événementiel, fan zone. Soyez au cœur de l'action. Faites rayonner votre marque pendant la plus grande messe sportive de la planète. Coupe du Monde 2026 sur la RTNC. Le monde joue, le Congo vibre au rythme des léopards. RTNC, diffuseur officiel. Quelque chose ne va pas ici. Équipe IGF, intervention immédiate. Inspection générale des finances. Bonjour, monsieur.